Alors, on va commencer cette table ronde et on laissera la porte entrouverte pour les retardataires. Donc déjà, merci pour ceux qui sont venus à l'heure pour cette table ronde. Donc, carrière durable, quelle voie choisir? Alors, on va commencer par une table ronde qui va durer 1 heure, 1h15, et après, il y aura un temps d'échange pendant une quinzaine de minutes pour ceux qui ont encore des interrogations après les interventions, les riches interventions de nos intervenants. Donc, carrière durable, quelle voie choisir? Tout d'abord, on va partir d'un constat, qui sont que les enjeux liés à notre environnement sont immenses. Et il est parfois difficile de savoir comment faire face à ces enjeux à notre échelle. L'une des réponses possibles, c'est de trouver une voie professionnelle respectueuse de l'environnement. Et pour ça, alors pour trouver un job à impact positif, il y a différentes façons. Il y a 2 grandes manières de trouver un job à impact positif. Il y a par exemple, ça peut être soit par la finalité de la structure dans laquelle on travaille. Donc ça peut être n'importe quel métier qu'on exerce dans cette structure. Par exemple, je suis comptable chez Greenpeace, je suis responsable de projet ici à l'Académie du Climat. Ça peut être aussi à travers la finalité de son job de façon intrinsèque. Donc là, on parle des métiers verts et des métiers verdissants, qui représentent 14% de l'emploi en France. Je vous donne des exemples, responsable RSE, ça peut être aussi consultant carbone. Alors, comment choisir une carrière alignée avec ses valeurs au service d'une société inclusive et durable? On a les intervenants qui sont là, qui vont pouvoir répondre à cette vaste question. Alors, à ma gauche, Léa Kibeuf. Tu es manager en transformation souhaitable dans un cabinet de conseil à mission. Donc, tu accompagnes des comités de direction, principalement. Ensuite, on a Arthur Gosset. Tu es cofondateur de l'association Séisme, qui est une association qui explore le futur du travail. Et à côté de ça, tu es aussi réalisateur de documentaires. Il y a 4 ans, tu as réalisé le documentaire Rupture. Et tu es en train de réaliser un autre documentaire. Et on aura la chance d'en voir un extrait ce soir. Encore à ta gauche, il y a Jasmine Manet, qui, toi aussi, tu as cofondé une association, l'association Youth Forever, qui est une association qui facilite la rencontre entre jeunesse et entreprise. On a Violaine Zenen, qui travaille pour Carrefour, qui travaille chez Carrefour. Tu accompagnes une dirigeante qui est au COMEX, de Carrefour. Donc. Et il nous reste Antoine Ravetta, tu travailles dans les énergies renouvelables, tu es chef de projet prospection éolien. Merci à tous les 5 d'être ici. Et alors, j'aurais voulu commencer cette table ronde par vous deux, Jasmine et Arthur, qui qui avaient cofondé des associations. Et vous êtes en lien direct avec la jeunesse, même si la jeunesse est plurielle. Qu'est-ce que vous avez pu constater sur le terrain et quelles sont leurs attentes sur les questions sur le travail? Déjà, bonsoir. Merci d'être avec nous alors qu'il fait très très beau. Alors, vaste sujet, le rapport au travail des jeunes aujourd'hui. J'ai quelques éléments de réponse. Déjà, peut-être des précautions. Les jeunes, en fait, ça veut un peu rien dire. Les jeunes, c'est pluriel, c'est varié, c'est des âges assez hétérogènes, c'est des territoires, c'est des diplômes, c'est des origines sociales, c'est des genres qui vont créer des trajectoires et du coup des rapports au travail qui vont être variés. Et puis les jeunes, c'est des produits d'un contexte. Moi, je parle plutôt de génération, donc un terme qui a le défaut de gommer la diversité, mais qui a l'avantage de mettre dans son contexte. Une génération en sociologie, c'est une cohorte d'âge qui grandit dans une époque et qui du coup partage un rapport au monde, un rapport au travail, un rapport à la famille, un rapport au couple, un rapport à tout, qui a priori partagerait tout ça. Bon, ça a plein de limites. Mais quand on parle des jeunes d'aujourd'hui, les jeunes, c'est ceux qui ont grandi dans un monde Covid, donc qui ont fait leurs études ou qui ont commencé leur vie active confinée, avec les impacts psychologiques, scolaires, financiers que ça a eu. Des jeunes, c'est une sorte de mot d'ordre pour l'actualité qui est la crise sanitaire, environnementale, politique, géopolitique, etc. Il suffit de regarder l'actualité des 5 dernières années.
Donc une sorte d'anxiété liée à un futur qu'on n'arrive pas à écrire ou en tout cas à imaginer. Et puis les jeunes, c'est un monde de nouvelles technologies, de réseaux sociaux, de nouveaux modèles, de rôle modèles, de nouvelles façons d'avoir l'information, de réfléchir, de penser, de remplir son Parcoursup ou de rendre une disserte. Donc c'est plein d'éléments qui vont façonner ce rapport au travail-là. Et si je devais résumer, peut-être les jeunes, c'est pas ce qu'on lit dans les médias globalement. C'est pas je veux plus travailler, c'est beaucoup moins caricatural. C'est le travail, oui, mais à condition que du respect de soi, du respect des autres, du respect de mes valeurs. Mais ça veut pas forcément dire pour la planète. C'est presque le travail utile pour moi. Et utile pour moi, ça veut dire plein de choses en fonction du jeune dont on parle. Et peut-être on a tous déjà des réponses différentes. Pour certains, ça va être utile pour payer mon loyer. Pour d'autres, ça va être utile pour faire mes loisirs. Ça va peut-être être pour d'autres utile pour changer le monde. Et ça va changer dans le temps. Donc le rapport au travail, il est sans doute méconnu. Je pense qu'eux-mêmes ne savent pas vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent travailler. Pour la plupart, ils ont besoin de travailler pour des raisons financières. Et c'est un rapport au travail qui est en mutation, mais surtout qui est le symptôme d'un rapport au travail qui a changé chez tout le monde et pas que chez les jeunes. Tu as peut-être quelque chose à ajouter, Arthur? Franchement, pas grand-chose. C'était très complet. Non, je ne suis pas sociologue, du coup, je ne peux pas vraiment parler de cette jeunesse et de ces jeunesses. Comme tu disais, Jasmine, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas une jeunesse et c'est vraiment très, très pluriel. Et c'est un peu cette espèce de forme impalpable là qu'on n'arrive pas trop à décrire. Qui évolue très très vite aussi parce que nous on le voit, ça fait un petit bout de temps qu'on est en contact avec justement le milieu étudiant, le milieu lycéen. On se rend compte que les générations, enfin moi j'ai fait mes études, je suis sorti en 2021 de mes études, on n'avait pas le même engagement qu'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y avait plus d'engagement à l'époque. Maintenant c'est un peu redescendu, là on voit la courbe, elle est un peu redescendue. D'ailleurs en témoigne un rapport assez récent là, sur les attentes des jeunes à la sortie pour trouver du taf. La question environnementale, elle est en avant-dernière position sur 15, c'est l'Institut Montaigne qui a fait l'étude, sur 15 demandes, voilà, la question environnementale, elle est en avant-dernière position, bien après le salaire, etc. Et ça, c'est une étude auprès de jeunes de 16 à 30 ans. Là où cette question environnementale, elle était plus haute dans les sondages il y a 5 ou 6 ans, quoi. Donc ça fluctue énormément. Je pense que ce que tu disais, Jasmine, c'est qu'on fait, enfin, nous, c'est en tout cas le témoignage que je peux dire, c'est qu'on est en contact avec des jeunes qui sont d'une certaine manière anxieux vis-à-vis de leur avenir. Pas forcément environnemental, mais anxieux de manière assez globale parce qu'ils savent pas trop où ils veulent aller, parce qu'ils voient que effectivement c'est un monde en plein bouleversement, et aussi parce qu'on leur montre pas. En fait, c'est dans l'éducation de manière générale, on parle pas du tout de l'orientation. On en parle extrêmement peu. On devrait en parler dès la maternelle, le collège, le lycée. On en parle, mais pas de la bonne manière pour moi. On devrait en parler en montrant des schémas inspirants, en partageant des ressources sur comment est-ce que c'est possible de trouver du sens dans son métier, de se sentir utile, parce qu'au final, c'est ce que souhaite chaque jeune. Quand on leur pose la question, qu'on aille dans des lycées agricoles ou dans des grandes écoles, on leur demande qui souhaite avoir un impact environnemental positif et contribuer à une société plus juste et plus durable. Tout le monde se lève. Tout le monde, peut-être 95% se lève, et du coup, les 5% restants, ils se sentent tellement mal de ne pas se lever, ils se lèvent aussi. Par contre, derrière, dans l'action, c'est beaucoup plus difficile parce que, selon moi, on manque d'outils dès le plus jeune âge pour montrer qu'il y a des voies possibles d'engagement et que c'est pas quelque chose du luberlu et qu'on n'est pas des ovnis. Et après, évidemment, concrètement, les jobs dans l'impact, il n'y en a pas aussi tant que ça non plus. Hein. Donc c'est aussi une réalité. Sur le plan économique aujourd'hui, il y a un peu un décalage entre nous, ce qu'on prône, c'est-à-dire essayer d'orienter les jeunes vers des métiers qui ont du sens, et en même temps la demande en termes d'emploi. Aujourd'hui, il y a un décalage, même si je pense que ça va se rééquilibrer dans les années qui viennent. Tu parles d'outils, d'orientation. Violaine, Antoine, qu'est-ce qui a guidé vos choix de carrière, vous qui travaillez, Violaine sur le plan RSE à Carrefour, et puis Antoine pour une structure qui est intrinsèquement liée aux énergies renouvelables? Bonsoir à tous. Donc en effet, je travaille dans un développeur d'énergie renouvelable en France, donc dans l'éolien en particulier. Et j'avais choisi cette entreprise principalement parce que c'était aussi mon cursus qui m'y poussait, plutôt orienté vers les énergies renouvelables. Et j'avais regardé plusieurs choses en particulier. Je m'intéresse un petit peu au sujet de finance et de notation, de labels, etc. Et j'avais trouvé justement un fonds qui était vraiment à impact positif, qui recensait un peu des entreprises vertueuses,
qui avaient un impact favorable. Et dedans, il y avait par exemple EDF avec toute l'hydroélectricité et le nucléaire en particulier, et beaucoup d'autres entreprises qui faisaient des ENR. Et donc, j'avais fait un peu une shortlist, et j'ai décidé d'aller là-bas parce que je savais qu'une telle entreprise allait avoir un impact environnemental évident, quel que soit le métier que je ferais dedans, même si après, bon, faut un peu tout concilier et des arbitrages à choisir. Mais c'était un peu une première idée pour moi. Donc, bonjour à tous. Pour ma part, donc, je m'appelle Violaine, je travaille chez Carrefour comme tu l'as présenté. Mon parcours, je dirais que c'est plus par rapport à des valeurs que je l'ai orienté. Quand j'ai fait toutes mes études du coup avec une spécialisation développement durable, donc c'était quelque chose qui m'animait dès mon plus jeune âge. Pour ma part, du coup, comme ce que tu pouvais dire un petit peu plus tôt, c'est vraiment l'image de la fonte, de la banquise et des ours blancs quand j'avais 6 ans qui m'a un peu qui m'a choquée. Et donc du coup, à partir de là, je me suis dit que je voulais un petit peu, je voulais mettre la main à la pâte et également apporter des solutions. Ça fait très utopiste dit comme ça, mais c'était quand même un moteur fort pour ce que maintenant c'est qu'est ma carrière. Donc je suis partie 4 ans à Montréal puisque du coup il y avait une école qui proposait une formation spécialisée en développement durable et en même temps un cursus commerce classique. À la suite de ça, je suis rentrée en France et pour première expérience, du coup, j'ai travaillé dans tout ce qui était entrepreneuriat. Donc j'ai accompagné des femmes porteuses de projets à impact et ensuite j'ai rejoint une start-up, elle-même à impact du coup, qui s'occupait de tout ce qui était déplastification dans l'agroalimentaire. Et puis ensuite, quand je me suis rendu compte que le marché du travail en France était compliqué et qu'il fallait généralement venir aussi avec un peu un crédit, on va dire, une école reconnue en France, j'ai rejoint HEC. J'ai fait du coup, je me suis spécialisée encore plus dans ce domaine. Et en faisant HEC, du coup, peut-être plus le côté français, réseau, j'ai été mis en contact avec les bonnes personnes pour me poser les bonnes questions sur le secteur dans lequel j'aurais le plus d'impact. Parce que apporter sa pierre à l'édifice, c'est une bonne chose, mais il faut aussi être sûr, être en résonance avec ce qu'on peut apporter et ses capacités. Pour ma part, c'était donc justement à nouveau l'agroalimentaire. Je trouve que c'est un secteur du coup qui concerne tout le monde parce que tout le monde mange tous les jours. C'est un secteur où il y a de nombreuses inégalités. Avec les agriculteurs, avec du coup fin du monde, fin du mois. C'est des sujets qui résonnent beaucoup en moi. Et donc à la suite de ça, j'ai fait du coup une recherche pour savoir si je souhaitais être consultante, comme peut-être 80% des étudiants qui sortent d'HEC, ou alors si j'étais intéressée par autre chose. Et c'est là où du coup Carrefour s'est présenté à moi, parce que du coup Carrefour communiquait beaucoup sur le fait que c'était le leader de la transition alimentaire, et donc du coup qui était très engagé en la matière. Et surtout, ce qui m'a intéressée chez Carrefour, c'était l'idée de se dire que la chaîne de valeur concernait tant les agriculteurs que du coup les distributeurs, la logistique, le consommateur, et que si je rejoignais un grand groupe, j'allais avoir ce potentiel d'action sur une chaîne de valeur qui me dépassait complètement. Et au-delà de ça, et peut-être que je reviendrai dessus un peu plus après, j'ai fait quelque chose qui s'appelle un graduate, et donc du coup qui m'a permis de découvrir le terrain. Et sans entrer pour l'instant dans les détails, je reviendrai dessus après. Et toi aussi, Léa, qu'est-ce qui va avoir guidé ton choix ? Alors, tu es dans un cabinet de conseil, donc pas forcément en lien direct avec les questions environnementales, mais toi, ton action au sein du cabinet de conseil, elle est en lien avec la RSE, du coup. Oui, alors, déjà, moi, je pars du postulat qu'on peut tous avoir un impact positif dans nos carrières, peu importe la carrière qu'on choisit. Parce qu'on aura forcément des objectifs par rapport à la stratégie de l'entreprise et au management qu'on pourra avoir. En revanche, on reste quand même à 80 voire 90% responsable des choix et des actions qu'on met en place dans nos entreprises. Donc on peut avoir un impact dans nos entreprises en interne et du coup participer à la transition en faisant partie des départements RSE ou de collectifs engagés. Je reviendrai sur ça tout à l'heure, mais il est évident qu'en étant collaborateur, on a une force vive en interne puisqu'on est les clients de l'entreprise, aussi bien que les fournisseurs. Et après, on a un impact à l'externe. Et en effet, que ce soit en interne de mon cabinet ou chez mes clients, j'ai globalement toujours voulu et j'ai toujours mis l'honneur à se poser les bonnes questions aussi bien au niveau de la société que de l'environnement. Et c'est comme ça aujourd'hui que je pense qu'il faut voir le monde et non pas segmenter en se disant la RSE c'est de l'impact et les autres métiers c'en est pas. Il est primordial justement de faire en sorte de regrouper tous les métiers et d'avoir une voie commune qui est de se positionner sur des futurs souhaitables. C'est comme ça que je le vois.
Donc tu te dis, vous dites tous les trois que l'important c'est peut-être d'être en accord, aligné avec en tout cas sa vision du travail et comment on peut être utile au sein de son travail, puis, plus que par le poste ou l'entreprise en elle-même. Qui veut rebondir là-dessus ? Exactement. Peut-être Violaine. Okay. Oui, alors effectivement, tout à fait. Il faut être aligné, mais en même temps aussi se rendre compte peut-être que des fois il y a quand même quelques entreprises qui vont pas dans le bon sens, et du coup il y a un côté peut-être responsabilisation, à se dire voilà, sans culpabiliser les personnes qui travaillent dans ces entreprises en particulier, se dire peut-être qu'on a une plus forte valeur ajoutée dans un autre secteur qui va un peu plus prôner un changement de pratique. Et aussi, au-delà de ça, j'aime beaucoup ce côté fédérateur que tu cites, et je pense aussi que quand on parle d'alignement, on n'est pas seulement des travailleurs, on est également des citoyens. Donc du coup, aligner aussi ça à notre voie politique, et on est des consommateurs. Et donc du coup, de se dire que voilà, on apporte plein de choses à la société par notre façon de consommer, par les idées qu'on véhicule et par ensuite le travail qu'on fournit. Et donc quand on parle d'alignement, je pense aussi qu'en tant que personne, c'est important de recorréler les rôles qu'on tient. Toi, Antoine, tu n'aurais pas voulu travailler pour une entreprise cotée au CAC 40, par exemple ? Mais pour toi, c'était important d'avoir... Dans le SBF 120 quand même, donc c'était pas non plus une petite boîte, mais c'était pas du tout mes critères de sélection à la base. C'était vraiment est-ce que le métier va me plaire au quotidien, parce que c'est important aussi de sentir que on est bien dans son job, qu'on aime ce qu'on fait pour préserver sa santé mentale en particulier, et est-ce que ce que je fais est aligné avec mes valeurs aussi. Donc ça c'était très important, c'était non négociable. Donc c'est en croisant un peu les deux critères que j'ai pu trouver quelque chose, en me disant aussi faut quand même rester humble, et c'est pas juste moi avec mon métier qui vais non plus changer le monde. Je peux pousser un peu dans la bonne direction, et c'est déjà pas mal. Et pour faire plus après, il faut se syndiquer, hein. Alors peut-être pour avoir une vision un peu plus globale avec toi Arthur ou toi Jasmine, dans ce que vous avez pu observer, peut-être Arthur à travers aussi tes documentaires, est-ce que pour faire bouger les choses, il faut aller plutôt vers des structures alternatives, engagées, ou plutôt essayer de faire bouger les structures existantes, les grandes entreprises existantes ? Désolée, j'ai... Sur un gros débat. Non, moi je pense que, comme tu disais Léa, je pense qu'il faut tout. On a besoin de main-d'œuvre un peu partout. Vous verrez le pré-teaser du nouveau documentaire qui parle vraiment de ça, de personnes qui s'engagent en interne dans les organisations et qui réinventent leur métier, et parfois là où on s'y attend pas. On suit un gendarme, on suit un jeune qui travaille dans le bâtiment, il travaille dans une cimenterie. Et en fait, il bosse dans une cimenterie, il a développé un béton qui est 6 fois émetteur que le béton traditionnel. Et c'est sûr que ça ne va pas révolutionner complètement le bâtiment, mais pour autant, c'est quand même une solution. Là où on ne s'y attend pas forcément, il vient vraiment transformer, là il travaille au sein d'une coopérative, il vient transformer son entreprise parce qu'il apporte une solution économique et sociale aux collaborateurs, et c'est ça qui est hyper intéressant. Où en fait, c'est pas uniquement une question de conviction, mais il nous expliquait, il s'appelle Jules, il habite à côté de Rennes, il nous disait en fait, moi j'ai des collaborateurs qui sont venus me voir, qui me disent est-ce qu'il faut que je démissionne ? Est-ce qu'il faut que je change de taf dès maintenant ? Est-ce qu'il faut que je me reconvertisse ? Parce que on sait très bien que le métier de cimentier tel qu'il existe aujourd'hui, il n'existera plus demain, parce qu'il y a des pénuries de sable, qu'on voit déjà que le sable est de moins en bonne qualité, que avec les nouvelles normes, la zéro artificialisation nette, on a de moins en moins de demandes. Donc lui, il amène une solution technique en interne qui permet de décarboner d'une certaine manière, en tout cas de réinventer en transition, parce qu'encore une fois, lui, il estime que la construction, on aura toujours besoin de construire dans tous les cas des choses. Le tout, c'est quand même de voir ça avec une image un peu plus globale. Il s'est construit sa tiny house, il est super engagé sur le plan perso et sur le plan pro aussi, il porte ça, et on se rend compte que dans un environnement ou dans un métier où on ne s'y attend pas forcément, il arrive à transformer les choses et à embarquer ses collègues qui sont des chefs de chantier, qui font ça depuis 30 ans et pour qui la question environnementale, elle leur passe complètement au-dessus au premier abord, mais qui en fait là sont concernés parce qu'il y a une question sociale d'emploi en jeu. Donc pour moi, je pense que c'est possible partout de s'engager. Il faut avoir, je pense, les bonnes prises. Et pour embarquer les gens, pour moi, peut-être que je me trompe, mais il y a vraiment cette question de la sécurité de l'emploi, cette question économique. On le voit face à tous les bouleversements écologiques qu'on traverse. En fait, le monde économique va être complètement bouleversé. Il y a des pénuries de ressources, il y a une extinction de la biodiversité. Aujourd'hui, c'est le nombre d'entreprises qui dépendent directement de la biodiversité dans leurs produits est juste énormissime. Je mets de côté l'agriculture, mais on a tous les cosmétiques, on a tout un tas de même la santé.
l'agro-industrie. Donc en fait, tout ça, ça dépend directement de la biodiversité. On a une extinction de la biodiversité, donc ça a un impact directement sur les modèles économiques. Donc là, il y a du travail pour réinventer les modèles, pour réinventer les activités. Et là-dessus, moi, j'y crois énormément. Et peut-être que dans la salle, est-ce que dans la salle, justement, pour comprendre un peu le public à qui on s'adresse, est-ce qu'il y a des personnes qui cherchent un job dans l'impact ? Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent déjà dans l'impact, entre guillemets ? Ok. Quelqu'un qui cherche un job dans l'impact, mais qui bosse déjà dans l'impact. Trop bien. Et moi, je pense à un réseau que vous connaissez sans doute, du coup, qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat. C'est un réseau d'entreprises qui entament en tout cas un parcours de redirection écologique. On peut appeler ça la redirection écologique, la transformation écologique, la bifurcation écologique. C'est comment est-ce qu'on repense un modèle d'activité pour rentrer dans les limites planétaires et le plancher social. Aujourd'hui, c'est à peu près 1000 entreprises qui ont fait ce parcours-là. Donc c'est énorme et ça montre... Alors il y a des grands groupes, il y a des TPE, des PME, il y a des assos, il y a beaucoup d'entreprises familiales parce qu'en fait on se rend compte que les entreprises familiales, tout de suite elles sont plus à même de se projeter à long terme parce que là en fait on parle de sujets de bouleversement qui parfois arrivent déjà aujourd'hui. Typiquement dans les stations de ski de moyenne et de basse montagne, elles sont en train de fermer les unes après les autres. Donc ça impacte déjà aujourd'hui à cause du réchauffement climatique. On a des pertes d'emplois. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises, je citais les cosmétiques, où là on est sur du moyen terme à 10-15 ans. Et les entreprises familiales, beaucoup elles se projettent à long terme pour essayer de repenser leur modèle économique. En tout cas, c'est un terreau, les personnes qui recherchent un job. Moi je vous invite à creuser ce réseau-là de la Convention des entreprises pour le climat. C'est un terreau d'entreprises. En plus, il y a eu plein de conventions spécialisées donc dans la finance, dans l'industrie, etc. Et c'est un terreau d'entreprises assez intéressante qui, en tout cas, ça veut pas dire qu'elles sont toutes engagées, évidemment, mais elles ont quand même entamé cette démarche de « je me questionne sur mon modèle économique ». Voilà. Pour poursuivre peut-être sur les conseils, Jasmine, toi qui en plus as fait un podcast sur les vocations, ouais. Tu as un regard quand même assez large. Je pense que juste après les discours dans les grandes écoles où il y avait eu notamment l'AgroParisTech et puis ensuite partout, dans beaucoup de grandes écoles, les discours 2022-2023 d'étudiants qui appelaient à déserter ou à bifurquer, où les verbes changent. Nous, on avait organisé avec l'asso un gros événement qui s'appelle Cause Toujours, un peu dans le mode Cause Toujours, tu m'intéresses, pour montrer que l'engagement, justement, il n'est pas déserté ou adhéré. Enfin, c'est pas du tout noir et blanc. C'est plein de nuances de vert, j'espère. En l'occurrence, on a tous des talents, des capacités. Et je pense que choisir son engagement, c'est aussi être quelque part se mettre dans une zone de confort aussi. Tu parlais de confort financier, mais je pense qu'il y a aussi du confort dans ce qu'on sait faire et ce qu'on a envie d'apprendre. Et en l'occurrence, c'est pas pour rien qu'Arthur et moi, après nos études, globalement, on est quand même dans des situations assez précaires. On est entrepreneurs, on a monté des associations et on essaie de gagner notre vie comme ça. Mais parce que nos forces, on a envie de contribuer au sujet, et nos forces, c'est de prendre la parole, c'est de mettre en visibilité, c'est d'utiliser nos réseaux, c'est de connecter. Et du coup, toi, tu le fais par le film, moi, je l'ai fait par de l'événement, par des études, etc. Parce qu'on est, entre guillemets, plus confortable dans ce mode d'action-là. D'autres le seront en étant ingénieurs et en mettant leur talent d'ingénieur à contribution d'eux. Je pense que c'est important de aussi pas trop se mettre en inconfort dans cet immense sujet et trouver déjà ce que vous savez bien faire ou ce que vous avez envie d'apprendre et d'alterner entre les deux. Et peut-être pour contribuer, donc en effet, j'anime un podcast qui s'appelle Vocation, qui était endormi pendant un petit moment. D'ailleurs, j'ai fait des podcasts sur les gradués de Carrefour, mais qui revient là en juin, c'est en cours. Pareil parce que j'adore ça, mais ça prend beaucoup de temps. Et là, je vais faire une nouvelle saison là, sur les voies du pouvoir et de l'influence. Et en fait, je m'interroge sur est-ce que pour avoir de l'impact, en partant du principe qu'au moins une minorité, voire une majorité des gens choisissent leur métier pour avoir du sens pour eux, encore une fois, est-ce que pour avoir de l'impact, il faut avoir du pouvoir ? Et dans le pouvoir, il y a de la haute responsabilité, il y a des postes dans certains types d'entreprises, peut-être en politique. Et alors qu'on voit dans les études qu'on a de plus en plus un rejet du management, un rejet du pouvoir, parce qu'on a d'autres façons d'agir à disposition, et ça a l'air de repousser les gens. Bon. Là, du coup, je suis en plein tournage pour ce podcast. Et ce que m'ont dit tous mes interlocuteurs, c'est le pouvoir, c'est à nous de le définir, et d'où ce pouvoir d'être confortable dans nos talents. C'est ça qui va nous donner le plus de pouvoir. Et qu'on a tous des territoires. En fait, on peut avoir plein de vies pro et on peut faire plein de choix différents.
Et on pourrait autant être, nous, peut-être en politique que dans une entreprise, que dans un grand groupe, que dans une asso, etc. Je pense que c'est OK de se dire que je vais le faire par séquence. Et en fait, aujourd'hui, nous, par exemple, on a choisi le mode associatif et l'entrepreneuriat. Mais moi, je ne suis pas du tout contre me dire que je peux travailler derrière dans un grand groupe parce que ça correspond au pouvoir d'action et à l'impact que je peux avoir moi. Donc peut-être déculpabilisons aussi dans ces recherches-là, tant qu'en effet on arrive à se regarder dans la glace le matin, tout en s'entourant, parce que je pense que chacun d'entre nous, on a des mauvaises journées, on a des gros moments de doute, on a des gros moments d'anxiété, et des gros moments de joie et de victoire. Et du coup, comment on trouve dans tout ça, je pense que c'est revenir à ce qui nous, comme tu disais, en fait, chaque jour, on se lève le matin, il faut aller au boulot, et du coup, c'est ça qui va nous guider, je pense. Ouais, intéressant. Et je te vois, Violaine, acquiescer. Quelles sont justement, toi, tes forces au sein d'un grand groupe comme Carrefour pour influencer l'une des dirigeantes du COMEX ? Oh, grande question. Non, effectivement, enfin, donc déjà pour revenir sur ce que tu dis et ce qui était aussi aligné avec ce qu'on pouvait dire avant, chaque personne a des choses à apporter dans différents secteurs. Pour ma part, du coup, j'ai essayé l'entrepreneuriat. Bon, entrepreneuriat, monde associatif, c'est pas exactement la même chose, mais il y a quand même de belles passerelles. Et je me suis dit que pour l'instant, c'était pas là où moi j'avais ma valeur ajoutée, parce que à mon sens, par exemple, j'avais pas d'idée innovante au point de me dire que je lançais mon entreprise à zéro. En revanche, rejoindre un grand groupe, ça me paraissait super attrayant, parce que je me disais que quand on rejoint un grand groupe, il y a plein de ressources sur lesquelles on peut capitaliser, on peut apprendre de beaucoup de personnes qui ont de l'expérience dans le monde actuel. Enfin, quand on sort d'études, forcément, on a une expérience professionnelle qui est limitée, et pour pouvoir changer le système, moi j'ai la conviction qu'il faut le comprendre. Du coup, je pense que c'est une des premières choses que j'ai voulu chercher dans un grand groupe. Et ensuite, quels sont... maintenant, donc ça fait 4 ans maintenant que j'ai rejoint le groupe Carrefour. Pendant 2 ans, j'ai fait un graduate. Donc le concept d'un graduate, c'est de se dire que tous les 4 à 6 mois, on change de poste. Donc du coup, pendant 6 mois, j'étais directrice d'un supermarché, ensuite d'un hypermarché. Je suis partie à Milan 6 mois sur tout ce qui était anti-déforestation, packaging. J'ai été un petit peu à la marchandise pour développer du vrac. Enfin bref, j'ai fait un 360 de l'entreprise. J'ai appris très jeune dans ma carrière aussi ce que c'est le management, et c'est vraiment une richesse que j'étais venue chercher et pour lequel j'ai pas été du tout déçue, parce qu'en fait tous les sujets environnementaux, sociaux, le fond de l'histoire, c'est aussi l'humain. Comment est-ce qu'on convainc, comment est-ce qu'on fédère autour de sujets qui sont parfois difficiles à accepter. Donc du coup, mes forces, je ne vais pas forcément me vendre en ce sens, mais ce qui est chouette maintenant avec mon poste que j'occupe depuis 2 ans, c'est que du coup je suis la petite main de l'ombre de une dirigeante qui est au COMEX de Carrefour. Donc ça veut dire qu'elle est juste en dessous du PDG et qu'elle fait valoir tous les sujets qui sont reliés à la diversité, inclusion, à la solidarité et à la RSE pour le groupe. Et donc du coup ce poste il est incroyable parce qu'il me permet de comprendre au-delà maintenant de la déclinaison opérationnelle, le côté opérationnel, tous les jeux politiques qui peuvent se jouer dans les grands groupes et dans les grandes instances la grande distribution, c'est à peu près 75% du trafic de marchandises alimentaires en France. Donc forcément, c'est un fort pouvoir, je désigne ça comme ça. Et donc du coup, ce que je trouve génial avec mon poste, c'est que maintenant, avec ce regard très terrain, avec peut-être une connaissance humaine différente, je peux aussi un peu murmurer, on va dire, quelques idées alternatives à ma chef. Je peux aussi proposer des sujets qui ne sont pas forcément dans son périmètre de connaissance ou de curiosité, et la challenger effectivement quand des sujets viennent sur la table. Est-ce que tu as des exemples justement de choses que tu as pu réussir à lui murmurer et qui ont abouti ? Il y a plein de sujets. J'en ai un. Le premier qui me vient en tête, c'est que par exemple chez Carrefour en ce moment on est très axé sur le handicap, donc la reconnaissance du handicap, mais aussi l'accueil des personnes porteuses de handicap en magasin. Et donc il y a 1 an et demi, pour les Jeux paralympiques, on a lancé le concept d'un magasin handi-accessible, donc du coup avec une 20aine d'innovations pour permettre du coup une même expérience de shopping du coup à des personnes porteuses de handicap. Et donc ensuite du coup c'était sur qu'est-ce qu'on définit comme un handicap. Quelle est la priorisation, malheureusement, parce que c'est quand même un sujet, des handicaps qui sont concernés. Et donc voilà, de faire un peu le côté advocation, on va dire, de certaines causes.
Et ensuite, les sujets que je peux traiter au quotidien, ça va être actuellement, par exemple, je développe la vente de jouets de seconde main en magasin. Et là, en fait, c'est vraiment la croix et la bannière, parce qu'il faut changer toute la perspective de commerce qu'on a chez Carrefour, dans le sens où forcément on a des marges qui sont différentes, on a une occupation de rayon qui est différente, et comme c'est de la seconde main, on ne sait jamais quels vont être les jeux qui vont arriver en magasin et qu'on va commercialiser. Donc comment est-ce qu'aussi on suit les ventes et comment on évalue si ces ventes sont un succès ou non, outre le fait que le rayon est vide. Et donc du coup, voilà, c'est aussi argumenté pour dire voilà, comment est-ce qu'on met des KPI de succès. Est-ce que simplement on va sur la rotation des stocks, sur les retours des clients qu'on a, ou alors est-ce qu'on se base sur les ventes conventionnelles pour dire que ce qu'on fait maintenant est un succès ou non. Donc voilà, c'est montrer d'autres perspectives. Ouais. Toi aussi, Léa, tu manœuvres en interne pour orienter les trajectoires. Comment est-ce que tu t'y prends ? Comment je m'y prends ? Bon, déjà, pour remettre un peu le contexte, j'ai un profil assez atypique, pour être honnête, parce que je fais et du conseil chez mes clients et du conseil en interne. Et en parallèle, j'ai créé un collectif et j'en supervise 2. Le premier collectif étant sur le fait qu'on est passé entreprise à mission. Donc, c'est un collectif d'ambassadeurs engagés de 150 personnes. Le deuxième, c'est le handicap, puisque je suis porteuse d'un diabète qui est un handicap. Et le troisième, c'est la communauté LGBT. Donc, ce qui fait que je suis très plurielle dans mon approche et dans ma façon de transformer les choses. Et je n'ai pas forcément murmuré à l'oreille de ma responsable impact. En revanche, j'ai toujours travaillé en collaboration avec elle. Et je dirais pour les forces que tu dois sûrement avoir et qu'on a probablement tous et toutes, qui sont nécessaires pour pouvoir influer des changements dans l'entreprise, c'est l'écoute. Ça paraît évident, mais c'est quand même vraiment, vraiment clé. L'écoute, la compréhension de l'autre, la curiosité d'aller chercher. Là, je vous parlais un petit peu très brièvement de mon parcours, mais en fait, le fait d'avoir une pluralité dans son quotidien et d'aller rencontrer des personnes différentes, ça permettra et ça vous permettra justement d'arriver avec des innovations et des idées qui changent du quotidien, qui du coup seront plus efficaces sur la durée. Là, dit comme ça peut forcément peut faire peur parce qu'on peut se dire mais ça fait beaucoup de tâches et ça fait beaucoup de choses. Tout est une question d'organisation parce que évidemment, pour pouvoir changer des choses de l'intérieur et chez nos clients quand on fait du conseil, ça nécessite de prendre le temps et de se poser. La réflexion à avoir, c'est comment je fais pour anticiper une réflexion plus systémique et plus globale pour justement arriver à transformer les choses de l'intérieur et à l'extérieur en influençant positivement. Est-ce que je réponds à la question ? Si, oui. Mais sur l'écoute, par exemple, ta capacité d'écoute, qu'est-ce qu'elle va te permettre de réaliser au quotidien ? Est-ce que du coup, tu vas pouvoir influencer une décision ou quelque chose parce que tu auras été capable de comprendre les besoins ? Oui, alors oui, évidemment. En posant les bonnes questions, on comprend mieux les personnes et en comprenant mieux les personnes et leurs besoins, on est meilleur pour y répondre. La clé, je dirais, dans l'écoute, c'est d'aller comprendre les personnes qui sont nos opposés. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait chez nous. Et là, pour le coup, j'ai murmuré dans l'oreille sur ce sujet-là, qui est comment je fais pour former des gens à dialoguer avec des personnes qui les opposent. Je donnais cet exemple-là à ma dernière intervention, mais comment je fais pour aller convaincre un ultra-capitaliste qui a un 4x4 essence et qui, globalement, utilise l'IA toutes les 5 minutes. Sur le principe, on se dit c'est compliqué quand je suis engagée, que je suis quelqu'un qui croit vraiment à la biodiversité, au moment de prendre du temps dans la nature, de parler avec les gens. Mais pour autant, ces personnes-là, ça reste des êtres humains. Et donc, c'est vraiment un sujet de reliance et de résonance entre nous. Donc, je parlais de ça, de fédérer. Et l'écoute et la curiosité et les questionnements permettent d'aller comprendre finalement les personnes qu'on a en face de nous et donc de pouvoir créer des choses et de collaborer et donc de coopérer. Toi, Antoine, tu travailles plutôt dans des entreprises engagées vers la transition. Quels sont les enjeux auxquels tu vas être confronté dans ce type d'entreprise ? Parce que là, tu as moins besoin de manœuvrer ou de murmurer à l'oreille d'un dirigeant, ou peut-être que si. À quoi est-ce que tu vas être plus confronté ? Justement, moi, j'avais pas trop l'ambition de vouloir changer les choses de l'intérieur, et c'est pour ça que j'ai rejoint une entreprise comme ça, pour pas me poser la question non plus de ce que j'allais devoir faire
peut-être en plus de mon job. Après, il y a d'autres sujets, et je le disais un peu tout à l'heure, mais autant sur le sujet environnemental, la question ne se posait pas parce que j'étais convaincu qu'on avait besoin de plus d'énergie renouvelable en France. Autant sur les volets plutôt sociaux ou de gouvernance, j'étais pas mal en désaccord sur plusieurs choses dans l'entreprise, et ce qui pouvait être un peu compliqué. Donc après, j'ai essayé d'en parler avec le CSE, de faire avancer certains sujets, mais c'est quand même très compliqué. Donc je préfère plutôt m'investir ailleurs dans des associations pour essayer d'avoir un impact par d'autres biais. C'est-à-dire En particulier, je suis dans Ambition Transition, qui est un collectif d'alumni du supérieur. Pour ceux qui cherchent un emploi, il y a les rencontres à la Maison du Zéro Déchet mercredi prochain. Donc on fait des mini-forums. Et aussi, j'ai participé au lancement récemment d'une autre initiative qui est très similaire, qui regroupe aussi des alumni de grandes écoles. Et l'objectif, ça va peut-être plus d'aller discuter avec des personnes qui sont un peu aux manettes maintenant, parce que je me suis dit que je n'allais pas attendre d'avoir des postes à haute responsabilité pour changer des choses plus facilement. Et donc plutôt essayer d'aller organiser justement des rencontres et des dialogues entre personnes qui sont assez haut placées pour leur faire prendre en compte les enjeux. Et justement, ce que disait aussi Arthur sur la Convention des entreprises pour le climat, j'y ai participé à l'une d'entre elles en tant que représentant de la jeunesse. Et le sujet, c'était pas tant de sensibiliser ces personnes aux enjeux environnementaux, etc., mais plutôt de leur donner des exemples de comment faire et beaucoup de courage, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi essayer de porter, mais ça vient tout juste de partir. Donc. Faire partie d'associations ou de collectifs, c'est aussi un moyen de se ressourcer quand parfois on peut être épuisé par son engagement à titre individuel. C'est quelque chose qui te parle, Léa ? Oui, forcément, puisque je suis aussi porte-parole. Au-delà de mon entreprise, je suis porte-parole de l'association qui s'appelle Les Collectifs. Et Les Collectifs, c'est quoi ? C'est une association qui accompagne à structurer, à faire grandir ou tout simplement à faire fonctionner des collectifs de collaborateurs et collaboratrices engagés dans les entreprises. Donc, quasiment toutes les structures du CAC 40 ont des collaborateurs engagés qui ont envie de faire bouger les choses de l'intérieur. On parlait d'influence et de pouvoir tout à l'heure. Au début de mon intervention, j'expliquais que en tant que collaborateur, peu importe l'endroit où on se positionne, on a quand même un pouvoir d'action, même si on n'est pas syndicat ou au CSE. On a un pouvoir en tout cas de parole, et les collectifs, c'est ça. Et c'est vrai que de faire partie d'associations, que ce soit les collectifs ou n'importe quelle association, c'est quelque chose d'extrêmement ressourçant. Et je vous invite du coup grandement à le faire. Oui. À quoi est-ce que ça vous a servi aussi, Violaine et Antoine, d'avoir ces collectifs et d'autres personnes sur qui s'appuyer ou avec qui partager ces expériences ? Donc effectivement, les collectifs, très importants. Peut-être, oui, le côté ressourçant, mais aussi le côté changement de perspective. C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui partage généralement un peu les mêmes valeurs ou la même vision, mais du coup qui peut apporter une perspective différente et challenger notre idée, mais en sachant que c'est un allié. Donc pour le côté innovation, pour le côté challenge et aussi partage d'expérience. Et puis après effectivement il y a peut-être le classique, partager les opportunités, le réseau, continuer à se former, parce que mine de rien c'est grâce au collectif finalement qu'on est peut-être au courant aussi des dernières tendances ou des dernières législations. Et puis après simplement aussi sur le plan humain, de nouvelles relations voilà, pour ma part, c'est comme ça que j'ai rencontré Antoine avant cette table ronde. Et donc, c'est aussi amusant de se rendre compte que c'est un petit monde. Et c'est une forme aussi de soutien, je pense, sur ce parcours où parfois c'est un peu compliqué de faire face à beaucoup je vais pas dire d'autres intérêts, mais effectivement, l'écologie, c'est pas forcément toujours ce qui est sur le devant de la scène. Donc, c'est important de se dire comment on fait corps avec d'autres personnes qui partagent les mêmes convictions. C'était via quel collectif, tous les deux ? Nous, c'était le collectif Join Next.
voilà, qui forment les leaders de demain. Donc ils proposent de la formation et d'un autre côté ils font des petits déjeuners de l'impact où du coup ils nous permettent, donc nous on en bénéficie, donc on est des jeunes. Pardon, des jeunes qui assistent du coup à ces tables rondes, et de l'autre côté on a des personnes du coup qui sont en poste à des postes de direction dans des grands groupes ou alors dans des structures qui viennent du coup nous partager leurs problématiques du moment et également leurs expériences professionnelles. Et pour revenir sur la question d'avant, je rejoins tout à fait ce que tu dis sur le fait d'avoir des alliés. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut apporter beaucoup, de juste se reconnaître avec d'autres personnes, avec des collègues. Au début, on ne sait pas trop ce qu'ils peuvent penser de nous, des enjeux, etc. Mais si on ose en parler, on peut se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont tout à fait alignées avec ce qu'on aimerait changer. Et donc, ça peut aider pour se dire, voilà, quand on discute avec quelqu'un qui vient encore de prendre l'avion pour ses vacances, de se dire qu'on n'est pas le seul à soupirer intérieurement et à avoir la flemme de débattre, mais qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Et se reconnaître et recréer du lien entre nous, ça donne beaucoup de force et d'énergie pour ensuite vouloir agir plus. Et quand on est entrepreneur, comme toi Jasmine ou comme toi Arthur, comment est-ce qu'on retrouve de l'énergie? Comment est-ce qu'on se nourrit? Je voulais écouter ce que tu avais à dire. Comment on se nourrit? Franchement, au contact, justement, moi, ce qui me nourrit énormément, c'est le contact de personnes qui s'engagent dans leur métier, qui donnent tout. Et je pensais à ça parce que là on parle beaucoup d'engagement en interne, mais il y a aussi tout simplement c'est tout à fait possible de trouver un job 100% aligné avec les enjeux et de créer son propre métier. Typiquement, moi j'ai pas mal de copains qui sont en train de copains copines qui sont en train de devenir agriculteurs, qui s'installent agricultrices et pour le coup on a besoin d'agriculteurs et d'agricultrices en France et c'est possible de s'installer, c'est possible de faire un BPREA, de se former. Et on a un besoin essentiel, et là on contribue à quelque chose de vital quand même, d'hyper utile. Donc voilà, c'est aussi une manière de s'engager, tout comme travailler dans d'autres secteurs, dans le social ou dans... Il y a une quantité de secteurs absolument astronomiques, et c'est aussi possible de créer son job, de s'inspirer de ce qui a été fait avant. Moi c'est ça qui m'anime au quotidien, c'est d'échanger avec tout un tas de profils très très différents. Là j'ai l'impression que dans la salle on est assez... en tout cas, nous ici, la table ronde, on est très diplômés, donc on est très privilégiés à travers les documentaires, à travers tout ce qu'on peut faire. On est aussi en contact avec des personnes issues de d'autres milieux, peut-être pas aussi privilégiés que nous, qui n'ont pas les mêmes privilèges, la même possibilité de choix, et qui pour autant donnent tout dans leur engagement, parfois le font sans se poser de questions, et c'est super beau aussi. Et ça me donne énormément d'énergie. Ça, c'est vraiment quelque chose de se rendre compte que malgré tout ce qu'on traverse et les crises qu'on traverse, il y a aussi des gens qui lâchent rien, qui continuent et qui trouvent une joie aussi dans l'engagement malgré toutes les vagues qu'on peut traverser. Au final, c'est ce que tu disais, Jasmine, on fait tout ça parce que ça nous anime au fond et on le fait de manière très égoïste parce qu'on a besoin d'être aligné avec les valeurs, en tout cas au maximum avec les valeurs qu'on défend, même si encore une fois, moi je pense que l'alignement à 100%, il est très 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 dur à atteindre. On aura toujours une forme de dissonance. Le tout, c'est d'en être conscient et de les assumer, Mais ouais, moi, ça me donne énormément d'énergie d'être au contact rien que de vous écouter ce soir, mais d'autres profils aussi super inspirants. Je pense qu'il nous aide aussi beaucoup, c'est beaucoup, ce que vous avez dit un peu en creux, c'est beaucoup de solidarité et beaucoup d'honnêteté ou d'authenticité. Je sais pas quel est le bon terme, mais j'ai l'impression. Après, je ne suis pas dans d'autres collectifs, donc je ne sais pas si c'est générationnel ou pas, je ne pense pas. Mais moi, je suis toujours très surprise, surtout dans les cercles d'entrepreneuriat, parce que c'est ce que je côtoie le plus, mais par la franchise qu'on a à se dire quand ça ne va pas. Et ça ne va pas souvent. Mais parfois sur des galères juridiques, parfois sur des... C'est pas que ma motivation au quotidien, hein, donc, globalement, on fait plein de métiers en même temps, on découvre, surtout quand on a commencé étudiant ou juste après nos études, monter une structure, que ce soit associative ou entreprise, c'est pas simple. On fait des métiers qu'on ne pensait pas faire. Là, moi, je gère la clôture des comptes de l'asso avec mon commissaire aux comptes. Je peux vous dire que c'est pas ce que j'adore le plus au quotidien. Mais je le fais parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Et j'ai appris ce métier et j'en suis fière. Mais en l'occurrence, d'autant plus dans l'entrepreneuriat à impact, que ce soit d'ailleurs associatif ou privé, il y a plein d'études qui montrent que la santé mentale de ces profils est beaucoup plus en danger que même des entrepreneurs et après des salariés. C'est pas pour rien qu'on essaye aussi de cultiver cette franchise-là.
Et c'est très facile quand on voit des gens de se dire ah et toi tu vas bien, oui moi je vais bien, etc. Non, si ça va pas, faut le dire. Et moi personnellement j'ai passé des gros moments de passage à vide. Et c'est des gens comme Arthur et comme plein d'autres qui m'ont aidé à déjà comprendre ce qui se passait, à trouver des solutions et à s'en sortir. Et je pense que ce qui est très important, ce qu'on se dit beaucoup entre nous, c'est qu'il faut qu'on garde une forme de liberté. Et comme quand on est dans un poste, on peut le quitter. Quand on est entrepreneur, on a plus de mal à quitter ce qu'on a créé parce qu'on a créé un métier et on s'est mis dans une sorte de... On s'est créé un récit de qui on est et de là où on va et en fait, on peut en sortir aussi. Et je pense que c'est important de se le dire quand, en fait, nous-mêmes, on n'est pas prisonnier des choix qu'on a faits. On peut évoluer, on peut changer. Et il faut des récits aussi de ça. Et c'est ça que j'aime dans nos réseaux, c'est beaucoup de franchise. Et je pense que c'est à nous aussi de l'incarner. Je ne peux pas attendre de la franchise de quelqu'un si moi je ne le suis pas. Et du coup, par exemple, de l'honnêteté sur une situation difficile. Mais c'est ça qui nous permet d'avancer. Du coup, on gagne beaucoup de temps comme ça. Et du coup, beaucoup de connaissance de soi, de savoir se dire quand là, il faut arrêter, parce que c'est jamais noir et blanc. Même dans une structure associative ou en tant qu'entrepreneur, on a parfois des gros moments. Là, en ce moment, c'est très difficile de trouver des fonds pour des assos, de trouver du mécénat. C'est vraiment très laborieux. Moi, je paye des gens derrière. Enfin, d'un point de vue vraiment entrepreneurial, c'est très, très lourd. Parfois, c'est OK de se dire, en fait, il faut prendre des décisions dures et il faut les assumer et d'aller trouver les réponses chez ceux qui l'ont déjà fait, parce qu'il y en a des qui l'ont déjà fait. Du coup, moi, c'est ça qui m'aide beaucoup, ces réseaux-là et cette honnêteté. Et je te rejoins, Arthur, je pense qu'on se rend compte, nous, on s'est très vite rendu compte qu'on était beaucoup en entre-soi, dans les figures un peu, dans les événements, dans les podcasts, dans les médias, on se voit toujours les mêmes, quoi. Et je pense qu'on a tous, enfin, à ceux à qui je pense, eu la volonté de donner la parole à d'autres, et de le faire par nos événements, de le faire d'être très passage de relais vers ceux qui ont peut-être eu moins de privilèges que nous dans nos parcours étudiants. Donc moi aussi, je vous encourage à ça, à être aussi des torches vers les autres qui ont envie de prendre cette place, quel que soit en rentrant chez Carrefour ou en montant une asso ou une entreprise. À nous aussi d'être ces passages de relais et de permettre cette circulation, quoi. Pour ceux qui ne feraient pas partie, qui voudraient faire partie peut-être de ces réseaux, de ces collectifs, par où est-ce qu'il faut commencer ? Je ne sais pas qui veut répondre. Par être ici, déjà. Et puis là, je vais être vraiment basique, mais il faut commencer par regarder sur Internet. On a une richesse sur Internet qui est quand même assez extraordinaire. Et basiquement, il faut aller chercher les conférences, regarder dans les écoles et taper les bons mots-clés au bon endroit. Mais globalement, en fait, aujourd'hui, on trouve tout grâce à Internet. Et après, petit à petit, une fois qu'on a trouvé un événement, là, il faut prendre son petit flambeau ou en tout cas un petit bout de courage si on est introverti et aller rencontrer les gens. Et naturellement, en fait, de tisser du lien et de partager des choses avec des personnes qui sont au même endroit que vous au moment où vous irez, naturellement, ça se fera en fait. Oui. Pardon, Jasmine, tu voulais répondre ? Non, moi, je remarque que du coup, dans les collectifs, dans les assos, on est aussi en entre-soi pas mal. Et notamment, moi, j'ai un thème qui me tient très à cœur, c'est l'intergénérationnel et comment on arrive à mélanger les générations. Les collectifs peuvent être très intergés comme pas du tout. Du coup aussi, n'hésitez pas à aller infiltrer des réseaux où vous pensez que c'est pas forcément votre persona qui est le plus représentatif, mais aussi en fait vous serez les bienvenus et d'aller chercher des alliés qui sont peut-être pas exactement les mêmes que vous, mais peut-être forcer un petit peu parfois des collectifs pour les panacher un peu plus de diversité, que ce soit l'âge ou autre. Il y a plein d'autres façons de panacher. Et là, on parle beaucoup du réseau, mais après, on peut être dans le réseau et rien en faire. Donc, en fait, c'est vrai que finalement, le conseil de base, c'est simplement accepter de se connecter à l'autre. Et même au-delà, du coup, de simplement intégrer un réseau de collectifs, ça peut être simplement... de collectif, du coup, j'ai été biaisée, mais d'un réseau, effectivement, engagé, c'est de se dire, voilà, repérer quelqu'un avec qui vous pensez partager peut-être des intérêts ou une vision, et puis être très transparent là-dessus. Je connais personne qui n'aime pas parler de soi, ou c'est assez rare. Et juste de poser des questions, entretenir un lien, et puis initialement le faire de façon désintéressée, et puis après, in fine, si ça débouche sur quelque chose, c'est positif. Mais en fait, c'est juste ça, entrer en relation et poser ces questions, je pense. Et il y a un autre réseau aussi auquel je pense, parce que la fondatrice vient d'arriver.
Claire Pétro, c'est le réseau des Pépites Vertes, qui est un super réseau de jeunes actifs, et pas que jeunes d'ailleurs, mais engagés pour les transitions écologiques et sociales. Et un super livre que Claire a terminé d'écrire et qui est sorti récemment, qui s'appelle Je bosse pour la planète, et que je crois que tu dédicaceras après, c'est ça. Et qui est pareil une mine d'or d'une ressourcerie super inspirante, avec plein de témoignages dont je parlais tout à l'heure, justement un peu ce manque de témoignages inspirants qu'on peut avoir. Il y en a beaucoup dans ce livre-là. Et aussi des ressources pour vous aider pour toutes les personnes qui ont levé la main tout à l'heure et qui cherchent un job, pour vous aider à avancer petit à petit dans toutes les démarches, des idées de réseau, enfin tout un tas de ressources. Vraiment, je vous invite énormément à lire ce livre qui est super intéressant. Ouais, tu fais mon job, Arthur. Mais oui, à la fin de la conférence, vous pourrez aller échanger avec Claire et le livre est juste à l'extérieur. Comme tu as le micro, Arthur, je continue avec toi. Mais sur les étapes, donc il y a en effet ce côté un peu introspection, savoir ce qu'on recherche, se créer un réseau, puis après aller chercher le job qui nous intéresse. Ce serait quoi pour toi, en effet, les différentes étapes et comment s'y prendre? Ouais. C'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas forcément, justement, dans le guide de Claire, vous aurez plein de réponses et ce sera bien plus clair que moi, justement, ce que je vais vous dire là. Non, je pense que une méthode, peut-être, c'est de se poser vraiment la question de quelles sont mes compétences, mes envies, les secteurs qui m'intéressent, où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie, et ensuite regarder, soit effectivement on rejoint des structures déjà existantes qui contribuent à construire une société plus juste et plus durable, soit on rejoint une structure qui est plus normale, entre guillemets, et qui, pour le coup, doit se transformer et qui a cette volonté de se transformer. Moi, c'est vrai que je ne vous invite pas forcément à rejoindre une structure qui montre aucun intérêt pour les enjeux environnementaux, aucune appétence, qui a juste des objectifs de rentabilité à court terme. C'est vrai que, pour moi, ça va être une structure qui va être moins à même de mettre de l'énergie et du temps et de l'écoute sur tous ces sujets sociétaux et RSE dont on parle, quoi. Voilà. Après, il y a tout un tas de... Tu fais un nom de la tête, peut-être que... Sauf l'angle économique. Voilà, exactement. Ouais. Et auquel cas, ça veut dire être très capé sur le biomimétisme, sur l'innovation, et du coup plutôt avoir une posture d'ingénieur qui est capable d'amener une transformation structurante du business model pour justement répondre à ces enjeux-là. Et après, je dirais, là je prends ma casquette de coach pour répondre quand même à cette question, faire un bilan de compétences. Aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir des bilans de compétences qui sont couverts par le CPF. Donc pour ceux qui n'ont pas le CPF, c'est un peu plus compliqué, un peu plus onéreux, mais ça n'empêche qu'il y a du pro bono, il y a des réseaux de coachs aujourd'hui qui permettent d'accompagner sur la mise en lumière des talents, des compétences. Donc c'est vraiment sur ça que j'inviterais à faire, de réfléchir sur des bilans de compétences pour pouvoir s'engager quelque part. Ouais. Et après, encore une fois, je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure, s'inspirer de témoignages existants, comme l'a fait Claire. Nous, on va sortir une ressourcerie avec notre associéisme là bientôt en ligne. On a fait à peu près 150 témoignages de personnes qui ont des métiers durables, des métiers qui du coup font du bien sur les territoires, qui contribuent aux transitions écologiques et sociales. Nous, on a défini 16 secteurs d'activité, donc c'est très large. Et on a tout type de métiers, des métiers qui sont qualifiants, peu qualifiants, des métiers verts et des métiers verdissants. Et je pense que s'inspirer de ce type de témoignages-là, mais en fait vous en trouverez d'autres sur Internet, ou dans des podcasts, justement, des émissions, des choses comme ça, c'est, je pense, aussi une bonne chose pour que ce soit les émotions qui parlent. Moi, je pense que face à tout ce qu'on vit, parfois on peut se poser la question, tout à l'heure t'en parlais Jasmine, de est-ce que là j'ai plus d'impact ici, est-ce que j'ai plus d'impact là? Je suis pas sûr, peut-être que je me trompe, mais je suis pas sûr que ça soit la bonne motivation pour vraiment rejoindre un job, de se dire bah là je vais bosser là parce que j'aurai le plus d'impact possible. Je pense que, mais peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que quand on choisit un job parce que ça nous anime très profondément, ou en tout cas parce qu'on a l'envie de le faire de cette manière-là, parce que ça nous anime au fond, on a beaucoup plus de chances de s'épanouir face à toutes les difficultés qu'on va traverser aussi, parce que comme tu le disais Jasmine, c'est vrai qu'on traverse des difficultés et que c'est beaucoup plus simple de ne pas se poser de questions et de trouver un job où on ne se pose pas trop de questions, mais du coup on serait en dissonance aussi pas possible. Donc le côté vraiment je me tourne vers quelque chose qui m'anime au fond de moi et je ne cherche pas à avoir le plus d'impact possible, je pense que c'est quelque chose d'important, malgré, encore une fois, quand on voit sur les réseaux tous ces influenceurs, influenceuses qui prônent énormément, on a l'impression de se dire à chaque fois, mais j'aurais plus d'impact si je faisais ça, j'aurais plus d'impact si je faisais ça. Ben, en fait, non, parfois, il faut aussi revenir un peu à l'échelle palpable, concrète, et en fait, penser à soi d'abord dans tout ce qu'on traverse. Je pense que c'est aussi assez important. Ouais. C'est ce que tu disais, Antoine, d'ailleurs, tout à l'heure, d'être vraiment là où on se sent aligné et en accord avec soi. D'ailleurs, pour trouver un job, il y a aussi la plateforme Jobs That Make Sense. Nicolas qui est là et qui la représente, vous pourrez aussi échanger avec lui ensuite.
et voilà, qui répertorie les différentes structures à impact positif. Tu parlais d'humain, Arthur, et tu t'intéresses à l'humain et tu en fais des documentaires. Est-ce que tu peux nous parler de ton documentaire en cours ? Ouais, carrément. J'ai beaucoup pris la parole, donc je vais essayer d'être assez concis. Moi, j'ai réalisé un premier film qui parle en gros de quête de sens des jeunes diplômés, qui s'appelle Rupture, et qui était au moment où il y avait tous les discours sur les bifurqueurs, justement. Donc vraiment, j'ai suivi des bifurqueurs qui changent de cap, qui changent de métier. Et en faisant des projections avec Hélène, qui est aussi dans le film, en fait, on s'est rendu compte que les questions qu'on avait tout le temps de la part des étudiants notamment, mais pas que, c'était cette question de est-ce qu'on peut changer les choses de l'intérieur ? Est-ce que ça serait pas plus judicieux de changer les choses de l'intérieur ? Et donc, voilà, de là est parti un peu le début d'une enquête qui a duré 2 ans et demi, qui se termine seulement maintenant, soutenue par l'ADEME, pour répondre à cette question à la base. Et en fait, on a fait près de 300 appels avec des gens qui s'engagent en interne, avec plus ou moins de réussite dans différents types de structures, privées, publiques, de toute taille. En fait, en tirant des fils, on a creusé, on est tombé sur tout ce sujet de la transformation écologique du monde du travail. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous sentez concerné par ces questions-là, mais en fait, souvent, il y a quand même une barrière entre le monde du travail et le monde des écologistes. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que le travail, c'est pas un lieu d'engagement notamment, mais pas que, en fait, y compris chez les écologistes, on met encore énormément de côté toute la question du travail. On parle beaucoup d'engagement individuel, d'engagement citoyen. On ne parle pas forcément énormément encore du travail, et surtout du travail de la manière dont ça va être transformé et bouleversé dans les années qui viennent. Et qu'en fait, ce n'est pas juste une question de conviction, encore une fois, mais c'est une question de pérennité des jobs, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment une enquête du coup, qui a duré 2 ans et demi. On a rencontré des experts, des expertes, et on a rencontré des éclaireurs et des éclaireuses qui, dans leur job, tentent de réinventer la manière de faire les choses. Donc on a une vendeuse dans un magasin de bricolage à Quimper, dont l'objectif, c'est pas une blague, c'est de vendre le moins possible, parce qu'en fait, elle se rend compte que vendre toujours plus de produits, c'est des ressources, que c'est pas viable sur le long terme, que tous ces premiers prix qui sont vendus, en fait, c'est des produits qui viennent de l'autre bout de la planète, qui vont servir 2 fois et qui vont finir au placard, voire jetés. Et donc, elle essaye d'instaurer dans son magasin un service de location. Donc, on l'a suivi pendant 2 ans et demi pour essayer de porter ce projet-là. C'était très compliqué. Et au final, elle a réussi à l'impulser. On a suivi un gendarme. J'étais avec lui ce matin pour filmer la dernière séquence, Soisy, qui s'appelle, donc un brigadier qui a réussi à mettre en place un projet assez dingue pour gérer les infractions environnementales, qui est un vrai sujet. Et lui, il était brigadier à la base, et ça montre que même en étant brigadier, on peut porter des choses. Et il a eu le soutien du numéro 3 de la gendarmerie française, et son application elle a été diffusée auprès des 150 000 gendarmes français. Et c'est une révolution dans la gestion des infractions environnementales. Aujourd'hui, il n'y a que 6% des infractions environnementales qui sont véritablement traitées par la justice, parce que les infractions environnementales, c'est tout ce qui va être pollution des eaux, pollution des sols, décharges sauvages. Et il n'y a que 6% qui sont traités parce que en fait, les lois évoluent très vite et que les agents sur le terrain ne sont pas formés. Donc lui, il a développé une application pour répondre à ça. J'ai complètement spoilé le film, mais voilà, on l'a suivi aussi pendant 2 ans et demi, porter cette application. On a suivi donc Jules, qui travaille dans le bâtiment, on a suivi Sophie, dirigeante d'un groupe de cosmétiques, et puis des experts à différents moments. Voilà. Et c'est un film qui sortira du coup à l'automne prochain. On fera des projections un peu à droite à gauche, et il y a quelques avant-premières qui sont prévues cet été. Peut-être que vous entendrez passer de ça. Et donc là, je vous propose de voir peut-être maintenant le pré-teaser, alors que c'est pas du tout le teaser officiel. C'est la 2e fois qu'on le montre en public. Voilà, c'est pas le teaser officiel, hein, mais c'est le pré-teaser avec les premières images du film. Parce qu'on est en train de le monter. Quand on parle de crise écologique, il y a un sujet qui n'est presque jamais évoqué. L'impact sur le monde du travail. On est entré dans l'ère des conséquences, et ces conséquences deviennent de plus en plus perceptibles. Il y en a qui réfléchissent déjà à arrêter les saisons complètement. Toute personne qui travaille dans le béton aujourd'hui se pose la question, est-ce que dans 10 ans j'aurai toujours un emploi ? Donc comment on fait pour faire qu'il n'y ait pas une casse sociale absolument monstrueuse, généralisée ? Nous sommes Hélène et Arthur. Et pendant près de 2 ans, nous avons mené une enquête inédite pour comprendre comment la crise écologique secoue le monde du travail. Notre constat est édifiant. Nos métiers ne sont absolument pas prêts à affronter la crise qui nous attend. Face à cela, il y a celles et ceux qui tournent le dos. Et puis, il y a les éclaireurs. Enfin, moi, ce que je me dis, c'est là, j'ai vraiment
j'essaie de pousser tous mes curseurs à fond et puis on verra jusqu'où j'irai, quoi. Il y a trop d'enjeux pour ne rien faire. Et ces dernières années ont montré que faut que tout le monde s'y mette, Je ne veux pas me réveiller à 80 ans avec mes enfants et mes petits-enfants qui auront une espérance de vie qui sera plus faible que la mienne et me dire je m'en suis foutu plein les poches et j'ai rien fait. C'est extrêmement urgent de radicalement changer la filière. Je ne sais pas si on y arrivera, etc. Mais c'est des victoires. Donc ouais, maîtriser les questions de transition, ce sera aussi un atout demain, parce que le monde du travail va être percuté de façon globale. Ouais, carrément. Moi, c'est vraiment quelque chose maintenant quand on a l'occasion de parler avec les jeunes ou même avec n'importe qui. C'est vrai que, comme je le disais, j'ai l'impression que le monde du travail et le monde même des experts environnementaux ou des écologistes, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas fait. Ça commence à être fait. On voit voilà, il y a quand même quelques syndicats qui s'intéressent à ces questions-là, que ce soit la CGT, l'UGIC, le CGT pour les cadres. Il y a quelques syndicats qui commencent vraiment à s'emparer des questions écologiques en se disant waouh, en fait là c'est un vrai sujet. On a des plans sociaux qui commencent à arriver où il y a des boîtes qui, face à des pénuries de ressources, face à des restrictions en eau, face à face à l'extinction de la biodiversité ou face aux normes qui évoluent, en fait, il y a des boîtes qui sont contraintes petit à petit qui sont en difficulté et certaines qui sont contraintes de fermer en licenciant, en faisant des plans sociaux. Alors pour certaines en délocalisant, parce que c'est plus intéressant parfois de délocaliser malheureusement. Et donc c'est un sujet qui commence à arriver sur le devant de la scène. Il faut absolument, moi je suis convaincu qu'il faut absolument s'en emparer pour anticiper au maximum. Sinon il risque d'avoir une casse. Enfin c'est Alexandre Mondin que vous avez vu dans le pré-teaser, qui est un expert de la redirection écologique. Il le dit, il risque d'avoir une casse sociale énorme. Et donc de là, on a besoin d'éclaireurs et d'éclaireuses dans tous les secteurs pour s'emparer de ces questions, essayer de porter des nouveaux projets. Ça veut dire forcément se planter, réessayer, et puis que ces personnes-là soient soutenues, qu'on les soutienne au maximum, quoi. Je terminerai juste sur un mot. Pour moi, il y a tout un enjeu d'acculturation, de réussir à embarquer sur des nouveaux projets, de réussir à communiquer. Et on parlait tout à l'heure de parfois cette fracture sociale entre les cadres et les non-cadres. Encore une fois, regardez autour de vous, hein, là j'ai l'impression que dans la salle on est plutôt du côté des cadres que des non-cadres. Et il y a parfois cette fracture qui est mise, notamment sur la question environnementale. Oui, c'est un problème de bobo, c'est les cadres qui s'en occupent, nous on trime sur le terrain et on n'est pas concernés. En fait, il faut réussir à embarquer tout le monde en disant, en fait, tout le monde est concerné par ces sujets-là, et c'est pas une question de conviction, mais c'est une question de sécurité de l'emploi. Et d'ailleurs, si on prend par exemple, désolé je suis long, mais sur la question il y a une étude qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça par Greenpeace UK, donc c'était en Écosse il me semble en 2021, ils ont interrogé 2000 travailleurs du pétrole, dont des ingénieurs, des travailleurs ouvriers sur les plateformes pétrolières, et ils leur ont posé la question à salaire égal, est-ce que vous quitteriez le monde du pétrole pour aller dans le renouvelable? Vous avez 86% ouvriers et ingénieurs confondus qui vous disent oui, on quitte le pétrole, parce qu'ils savent très bien que le pétrole en Écosse n'a pas d'avenir. Évidemment, le pétrole dans le monde ailleurs, il y a de l'avenir, mais en tout cas pas en Europe. Et quand on leur pose la question pourquoi vous le feriez, à 60% ils répondent pour la sécurité de l'emploi. Donc cette question de sécurité de l'emploi, pour moi, la question sociale, c'est un angle pour embarquer les gens, mais il faut réussir à le faire comprendre, il faut réussir à embarquer, ça demande une acculturation, ça demande de communiquer bien, de faire en sorte que on en parlait tout à l'heure, hein, de faire en sorte que les différents groupes puissent communiquer aussi. Et de ne pas se tirer dans les pattes, surtout, quoi, c'est absolument nécessaire. Donc oui, moi, je pense que c'est un sujet absolument majeur. Ce n'est pas qu'une question de conviction, et j'ose espérer qu'on en parlera de plus en plus dans les années qui viennent. Parfait. Merci beaucoup. Je ne sais pas si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous voulait rajouter quelque chose, et sinon on va passer au temps des questions. Oui. Merci. J'aimerais bien que vous fassiez remonter. Il me semble qu'il manque un gros morceau pour l'Académie du climat, parce que là, on parle des carrières, mais on ne parle pas
de ce qu'a dit le GIEC en 2022 au moment des élections. Si on ne change pas fondamentalement de société cette année, en 2022, rien de sérieux sera fait par rapport au réchauffement climatique avant 3 ans. C'était il n'y a même pas un mois. Et l'humanité est foutue. Moi, je suis obsédé par ce sujet. Et donc, je pense que ce serait intéressant que l'Académie du climat refasse un autre forum pour rajouter, pour compléter sur l'aspect changement de la société. Et sinon, s'il y en a que ça intéresse, je peux vous donner l'adresse de mon blog qui est sur ce sujet. En gros, je considère que les 8 milliards d'humains, on se sait tous égaux et enfin, on respecte la Constitution. Article 1, on est tous égaux. Et article 4, on fait ce qu'on veut si on ne nuit pas autrui. Or, toute gouvernance à 0 sur les 2 points. Donc, je pense que le problème de la gouvernance, c'est qu'ils n'ont pas du tout l'esprit collectif et qu'ils freinent toutes les initiatives des 8 milliards d'humains qui donc se trouvent prisonniers quand on dit ah ben, les gens, ils ne font pas ce qu'il faut pour que ça s'améliore, mais ils sont bloqués. On est prisonnier d'un système. Donc, je pense qu'il faut changer le système, comme l'a dit le GIEC, pour qu'on s'en sorte. Donc, si ça vous intéresse, j'ai l'adresse de mon blog. Bon, bonne suite. C'est plutôt une remarque qu'une question. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci pour la petite mention. Arthur, tu as oublié de dire que tu postfaces ce livre et que tu interviens. Moi, j'ai une question pour vous. Je l'avais peut-être dit au début, en un mot, chacun, chacune. Comment vous avez fait pour trouver votre voie ? Ça a été quoi votre indicateur, votre truc important qui vous a aidé à être là où vous êtes aujourd'hui ? L'intuition. Si c'est en un mot, du coup, intuition. C'est hyper dur en un mot. Non, vas-y. En un mot, c'est hyper dur. Ouais, moi, c'est vraiment le truc dont je parlais tout à l'heure, quoi, le truc viscéral qui vient te prendre au fond des tripes et de te dire, de toute façon, il faut absolument que je m'engage, sinon je ne peux pas me regarder dans un miroir, quoi. Et ouais, de quel côté de l'histoire j'ai envie d'être aussi, quoi. Moi, c'est plus simple. C'est les rencontres. Enfin, c'est d'avoir découvert plein d'autres récits, tous ces témoignages-là. Moi, je l'ai fait par un podcast où j'ai essayé d'aller me confronter au-delà de mon petit microcosme à moi. Et c'est ça qui m'a donné d'autres exemples, d'autres imaginaires, d'autres récits. Ce que tu fais très bien, Claire. Donc la rencontre, en un mot. Moi, ce serait la résonance. Du coup, me dire que les actions que je fais au quotidien, ça m'anime et ça me nourrit. Et quand je regarde l'impact que j'ai généré, c'est en résonance avec mes envies. Moi, je suis assez d'accord avec Arthur. Je peux dire la morale. En fait, je considère que j'ai pas le choix. Puis aussi quand même un peu le déterminisme avec d'où je viens et les personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions, c'était vraiment super intéressant, hyper enrichissant. J'ai une question qui va peut-être être un petit peu en décalage, mais qui rejoint la première intervention du monsieur. On a quand même besoin de gros changements structurels dans nos manières de travailler et de penser la société, l'économie, etc. Vous n'avez pas du tout parlé de l'engagement dans le service public, des choses comme ça, sur le travail. Est-ce que vous pensez que c'est une voie qui peut permettre de faire avancer, en fait, d'aider tout le monde par de la contrainte réglementaire ou de la subvention, des politiques publiques à s'engager, à faire changer? Alors tout à fait. D'ailleurs, justement, je ne suis plus dans le développement d'énergie renouvelable, mais je suis en train de chercher dans le service public. Donc je suis tout à fait aligné avec cette remarque. Enfin, 1000 fois oui, en fait, pardon. Et tout le monde, il est garant de cette structure.
Merci. Donc, c'est mon expérience comme usager. Hein. Mamma mia. Moi, je pense qu'on est tous d'accord, 1000 fois oui, il faut investir ces sujets. Moi, je me pose la question, bon, pas toutes les semaines, mais régulièrement, est-ce que j'irai pas vers le public ou vers la politique même? De l'autre côté, j'ai plein d'exemples de gens qui l'ont fait et ça a l'air horrible. Je prends des exemples concrets que j'ai en tête. Hein. Du coup, il y a toujours une question de trouver son pouvoir d'influence et, comme tu disais, comme vous disiez tous, de sentir bien dans ce qu'on fait. Et du coup, il faut trouver le public. C'est aussi vaste que de dire je vais chercher un travail dans le privé. Il y a tellement de métiers, il y a tellement d'exemples, il y a tellement d'échelles, il y a tellement de territoires. Parfois, il faut des diplômes spécifiques. Je pense que déjà, si tu te poses la question, et comme moi je me la pose souvent, c'est d'aller rencontrer des gens qui y bossent. Et quand je dis que ça a l'air horrible, c'est pas pour les métiers, hein, c'est pour la pression psychologique, etc., surtout en tant que jeune femme. Mais il y a plein d'exemples de réussite, donc je pense que c'est de s'intéresser à ça et surtout de ne pas se cantonner à un secteur ou un métier ou un type d'entreprise et d'accepter qu'on va le faire à plein de niveaux. Et pareil, trouver sa force. Et en l'occurrence, par exemple, je convoque Claire à nouveau qui est dans la salle, mais nous on a beaucoup participé aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, donc c'est le haut lieu de rencontre des dirigeants globalement du CAC 40 et des hauts dirigeants politiques. Nous, on a essayé de mener une délégation de réflexion, de jeunesse sur tous les sujets de société qui sont, comme vous le rappelez très bien, très urgents. Déjà, d'essayer de rencontrer ce très haut niveau politique, ça a été un vrai chemin pour nous. On a essayé de le faire par l'extérieur. J'espère qu'on le fera aussi par l'intérieur. Oui, allons-y, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut y aller. Juste, on n'en est pas des exemples, mais il y en a plein qui existent et donc va les rencontrer si c'est ça qui t'intéresse. Ils te donneront les bonnes portes d'entrée. Oui, et puis de dire que tout est complémentaire. Voilà, quand on est dans le public, effectivement, dans le privé, le public vient réglementer et forcément, quand la loi nous impose de faire quelque chose, là je parle en termes de privé, forcément on va y aller. Mais en fait, c'est de la complémentarité, quoi. C'est qu'est-ce qui, une fois de plus, résonne en toi et là où tu penseras que tu seras aligné avec tes valeurs et tes envies. Plus que de taper peut-être sur... c'est un système qui a actuellement et il y a de la place pour tout le monde dans tout ce qu'il compose. Donc, oui. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour ce débat. C'était vraiment très bien. J'ai beaucoup apprécié. Moi, je suis Thomas de Toulouse et je suis en reconversion professionnelle. Donc, j'ai repris les études. Donc, le terme génération, ça me parle beaucoup. On était dans une promo mixte, donc avec des jeunes, si on peut dire, et des moins jeunes comme moi. Et en fait, au bout d'un certain temps, on voit qu'effectivement, l'âge n'est pas vraiment le vrai sujet ou le vrai problème. Bref, je voulais vous poser une question. Il y a une initiative qui est de la polyactivité choisie. C'est important le mot choisi. On n'en a pas parlé ce soir, mais je me demandais quelle était votre opinion là-dessus. Pour ceux qui ne connaisseraient pas, effectivement, l'idée c'est de ne pas avoir un seul job. Et c'est vrai que, on va dire, dans certaines générations, il n'y a qu'un seul job pour toute la vie. Aujourd'hui, on peut peut-être envisager de faire autrement, avoir une partie de son temps, une fois par semaine, une fois par mois ou plus, d'aller travailler dans une ferme, par exemple, ou pour avoir une action sociale, vraiment une vraie activité qui serait payée, en fait, aussi. Hein, donc, dans le sens travail. Après, on peut aussi être dans des assos. Voilà. Donc, voilà, je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Moi, je peux juste vous partager des données. La polyactivité, elle existe déjà, mais souvent subie. Et le nombre de personnes qui cumulent des emplois explose, surtout dans des pays où la sécurité de l'emploi est beaucoup moins garantie. Je pense aux États-Unis, en Angleterre, pour juste parler de pays proches en termes de marché de l'emploi. Chez les plus jeunes, en l'occurrence, c'est plus de 40% d'entre eux qui cumulent des emplois, et juste pour finir les fins de mois. Enfin, globalement, c'est aussi simple que ça. En France, on commence à avoir des données, c'est aussi très vrai, et de plus en plus choisi. C'est intéressant. La question, c'est comment on fait évoluer. Du coup, on revient au public, mais évoluer le droit aussi. Certaines entreprises, par exemple, même dans des gros cabinets de conseil, ont aboli des clauses d'exclusivité. Et donc, on enlève cette clause dans un contrat de travail qui autorise donc d'avoir une autre activité rémunérée. Donc, c'est encadré en général, non concurrentiel, etc. Donc, c'est des pratiques qui commencent à émerger. Et avec, par exemple, les semaines de 4 jours, avec le mécénat de compétences, avec plein de choses, il y a ce développement. Je pense que le cadre légal n'est pas encore tout à fait là, mais il y a des entreprises qui expérimentent.
Et après, la réalité, c'est que c'est déjà le cas. Donc maintenant, il faut juste voir comment on le traduit et on le met en visibilité. Ouais, moi, pour réagir rapidement, moi je suis carrément. Je pense que la pôle-activité c'est une bonne solution aussi, notamment par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, aux besoins qu'on va avoir dans l'agriculture, par exemple. Donc ça peut être une bonne manière. Après, évidemment, il faut faire ça en coopérative avec d'autres gens parce que faire tourner une ferme, ça demande d'être à temps plein. Donc il faut trouver un bon modèle. Mais c'est des modèles qui s'explorent et on le voit sur les nouvelles personnes qui s'installent. En fait, il y a des nouveaux modèles et ça libère plus de temps et on est plus nombreux quand on n'est pas dans l'agriculture conventionnelle, par exemple. En agriculture alternative, on peut être beaucoup plus nombreux sur une plus petite parcelle et du coup avoir plus de temps pour soi aussi. Donc moi j'y crois à fond. Ça me fait penser à la réalisatrice de 20 Dieux qui, je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais vraiment je vous conseille, c'est un très très beau film, qui elle est agricultrice en fait à mi-temps et elle fait à mi-temps réalisatrice, à mi-temps agricultrice. Donc je trouve ça vraiment très chouette. Et du coup la collectivité, si je ne me trompe pas, pour les ressources, c'est les ateliers ICAR. Je pense que à Toulouse, si tu viens de Toulouse, ça te parle j'imagine, mais si ça vous intéresse, la partie pôle activité, vous pouvez creuser de la part sur le côté des ateliers ICAR, ça s'appelle, et ils ont beaucoup poncé la question de la pôle activité. Je trouve ça très intéressant. Juste pour terminer, je trouve que ça permet aussi de garder un pied ancré dans le réel, quoi. Je pense que c'est compliqué d'être à mi-temps dans une ferme et d'être à mi-temps dans un groupe agro-industriel ultra polluant et qui prône l'élevage intensif, quoi. Je pense que c'est pas très compatible en termes de conscience. Donc ça permet aussi peut-être d'avoir une activité un peu ancrée dans le réel. Le tout, c'est pas de se reposer là-dessus en se disant je fais ça, donc à côté je peux faire n'importe quoi dans mon job. Mais encore une fois, je pense que c'est pas vraiment possible à partir du moment où on passe suffisamment de temps à côté pour se poser les bonnes questions. Merci beaucoup. On va clore ici. Comment ? Je rappelle qu'à l'extérieur, vous pouvez rencontrer aussi Claire qui dédicace son livre « Je bosse pour la planète ». Voilà, merci en tout cas pour votre attention et pour vos questions.